Peu d'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagant entre le mal et les délits. Une débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux. C'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y a une queue d'1 kilomètre pour gagner 3 pépettes. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Et pour le petit smicard, y'a de quoi s'alarmer. Des braquois m'armer. Salut Mokobe. Salut, comment tu vas? Comment ça va? Très bien. Mokobe, membre fondateur du 113. Tout à fait. 113, tonton du bled. Alors on est ici chez toi, Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Ouais. D'ailleurs, le 113, c'est un lien direct avec Vitry. C'est un lien direct avec Vitry parce qu'en fait, c'est 113 rue Camille Groult, c'est là où il y avait le quartier. C'est là-bas, c'est derrière? Ouais, c'est derrière, c'est un Ouais. peu plus loin. On a tous grandi ici, Vitry, 94, plus de 100 000 habitants. Donc voilà. T'habites à Paris maintenant? Mais souvent... J'habite à Vitry et à Paris. Et à Paris. Les deux. J'ai toujours ma famille ici et on est souvent ici. On a toujours un pied ici, bien sûr. C'est quoi ton rapport encore aujourd'hui à la banlieue, à la cité? C'est quoi le lien sentimental que tu as avec des villes comme Vitry-sur-Seine? Le lien déjà, c'est d'être loyal avec la ville parce que le truc, c'est qu'on a grandi ici, que tout part d'ici et qu'à un moment, on n'est pas, tu vois, je suis pas un artiste ingrat. Tu vois, ici, j'ai ma famille, j'ai mes potes d'enfance, j'ai mes repères. Donc voilà, je suis pas le mec, genre, ça y est, ça marche. On connaît plus Vitry, non, hors de question. Est-ce que tu te sens une dette? C'est même pas une dette, c'est je me sens tout simplement... Une fidélité. Voilà, je suis fidèle à ma ville, je suis fier de ma ville. Voilà, on a connu ici des hauts et des bas, il y a du bien, il y a du mal, mais on vit avec ça. Fier aussi de ceux qui habitent, parce que ce soir dans Viens dîner dans ma cité, on va se faire rencontrer des gens connus, des gens qui viennent plutôt de Paris, et puis des gens qui viennent de Vitry-sur-Seine, et puis plus largement du Val-de-Marne. Ouais. Ce soir dans Viens dîner dans ma cité, tu me fais rencontrer qui? Il y a un petit frère qui s'appelle Gilali, voilà, qui est assez incroyable, que tout le monde connaît ici à Vitry. Il y a aussi une avocate qui s'appelle Delali, voilà. Et il y a une chef d'entreprise qui s'appelle Sally. Alors moi, ce soir, dans Viens dîner dans ma cité, je t'amène Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Que tu connais, le président du parti de gauche. Le front de gauche, la gauche est très présente ici, évidemment, à Vitry-sur-Seine. Ici, c'est une ville de gauche, hein. Tu as juste à voir la mairie, elle est rouge. C'est très parti communiste. Donc voilà, on a grandi avec, parce que quand on était petit, tu vois, il y a toujours les trucs, fête des lilas, balle des pompiers. Donc voilà, on a grandi avec le parti communiste ici. Donc on est très lié avec la gauche, c'est comme ça. Et t'es impliqué politiquement? T'as des choses à dire à Mélenchon ce soir? Ouais, tu veux que je les dise maintenant? Non, Je vais les dire ce soir. On va attendre ce soir. Ah, pas de problème. Et puis Audrey Pulvar. Super, Hein? super. Je crois que vous avez des choses à vous dire ce soir. On a des choses à se dire. C'est cool, ça me fait plaisir qu'elle soit là. Ce soir, tu ramènes également un petit jeune, UMP, plein d'ambition, qui veut devenir président de la République. Il s'appelle Hakim, ouais. On va parler du pain au chocolat et de l'histoire de Copé. C'est pour ça qu'on l'a emmené ce soir. Bon, et puis pour terminer, dans Viens dîner dans ma cité, LECK. LECK, c'est mon artiste, justement, de Vitry. Je tenais absolument à ce qu'il y ait un artiste de Vitry qui puisse rencontrer un grand succès comme nous, puisque voilà, on a vendu 3 millions de disques, des victoires de la musique et tout ça. C'est important, c'est un jeune qui a énormément de talent. Il avait envie d'en faire son métier, donc je m'occupe de lui. Et donc ce soir, il va nous faire un live, il a sorti son album et ça marche bien. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Ah, bonjour. Bienvenue dans Viens dîner dans ma cité. Comment ça va? Bonjour. Delali, Gilali, Mokobe, que vous connaissez, Oui. du groupe du 113. Oui. Moi, je connais aussi. Tonton du bled. Oui. Ouais, un poète, ouais. Un poète de la rue, ouais. Est-ce que vous connaissez la chanson Tonton du bled? Ça vous dit quelque chose? Non. C'est le 113. Peut-être déjà entendu comme ça. Oui, il a entendu. Voilà. Et Delali, qui habite Vitry, Voilà. et qui est avocate. Charmette. Et Bouzienne, qui nous accueille ici, à l'atelier, dans ce lieu assez exceptionnel. Enchanté, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Un lieu assez chic, assez branché, en banlieue. Branché. Enfin, non, mais branché dans le sens, vous voyez, c'est quand même classe ici, regardez. C'est vrai. C'est classe. Hein. Comment est née l'aventure ici? C'est une famille qui a ouvert cette structure, qui a débuté au Coste. Alors c'est quoi la clientèle ici? On a un peu tout. Que de la clientèle un peu basique, de banlieue, que ça soit un peu de tout. Européen, de tout type. Quand t'as dit basique, là, Mélenchon, il a pas aimé ça. On a une clientèle qui vient. On a une clientèle qui vient de partout. Bonsoir Audrey. Ça va bien? Très bien. Bonsoir. Ça va? Bien. Bienvenue ici dans le Val-de-Marne. Merci. Il y a 3 vitriaux ici. Les trios, on est. Des trios, on dit.
J'ai dit vitriote tout à l'heure, j'ai failli me Notre faire ville de communiste, avec la mairie qui est rouge, très rouge, comme la cravate. Est-ce que vous avez tous passé une bonne journée, Jean-Luc Mélenchon? Oui. Oui. Je suis allé au salon de l'économie de la mer. Ouais. Je savais pas que ça existait. Les gens, oui, ben c'est la première année. C'est normal que vous ne sachiez pas. Et il y a tous les métiers qui tournent autour de la mer. Et moi, je voulais être là. Je veux mettre ce thème dans le débat politique. Je suis arrivé à rien jusqu'à présent. J'ai essayé à 2 ou 3 reprises. Dès que je commence, je vois les gens me disent qu'est-ce que c'est encore? C'est pas vendeur, vous voyez, comme on dit. Et moi, je suis en plus un passionné de machines. Je ne sais pas pourquoi, moi qui suis incapable de bricoler quoi que ce soit. Bienvenue au club. Hein. Mais dès qu'il y en a une, je regarde. Là, il y a une hydrolienne. J'ai passé je ne sais pas combien de temps à regarder ce machin. Et on m'a expliqué comment il le posait, comment il a tous les métiers qu'il y a autour de ça. C'est formidable. Puis dans un salon, vous avez des gens passionnés, vous voyez. Donc ils se disent, tiens, il y a un homme politique qui passe. Je suis tellement improbable là-dedans. On m'imagine partout, sauf à un salon qui parle de la mer. Donc chaque personne essaye de me dire en un minimum de temps tout ce qu'il a à dire. Ça dégage une énergie, mais extraordinaire. Là, j'ai passé un bon moment, mais je suis vidé maintenant, j'ai plus d'énergie. Si, on va vous en redonner. Jean-Luc Mélenchon, c'est une musique qui vous parle, le rap, ou pas du tout? Non, je n'y connais rien. Et on m'a dit que c'était stupide de ma part, parce que c'est le rap, m'a-t-on dit, qui a semé comme ça de la poésie partout, à l'endroit où on ne pensait pas qu'il y en aurait. C'est pas toujours poétique. Hein. C'est pas important que ce soit. Pour moi, c'est pas. Les valeurs humaines sont les premières et puis la politique après. Donc quand quelqu'un se met à faire de la musique ou de la poésie, bon, ça y est, le monde commence, quoi. J'aimerais bien savoir, vous écoutez quoi comme genre de musique? Là? Ouais, actuellement quand. Buena Vista Social Club. Non, je picore, vous voyez, j'ai une culture insuffisante. Donc c'est au hasard de l'existence, cette musique, ceci, cela. Je ne supportais pas l'opéra, vous voyez, puis un jour, je ne sais pas pourquoi, pouf, je suis entré là-dedans et j'ai été emballé. Et puis après, d'autres fois, ceci, cela. Par exemple, qu'est-ce qui m'a plu il y a 15 ans ou il y a 20 ans, d'un coup, l'Erita Mitsuko, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Ça m'a plu. Alors je me suis mis à écouter ça et à savourer des tas de choses que je n'aurais pas imaginées pour quelqu'un qui, d'autres fois, est plutôt branché Mozart. Quel titre d'Erita Mitsuko? Alors, à votre avis? Andy, je sais pas. Par exemple? Ouais. Non, Stupid Anyway, c'est le meilleur. Parce qu'il y a un son de klaxon au milieu. Et j'ai trouvé extraordinaire qu'on ait mis un tel son là. Mais vous voyez, donc d'abord je ne hiérarchise pas. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a ceci et c'est la belle musique ou la grande musique ou la belle poésie, la belle littérature. Et tout dans ma vie a été comme ça. Même mes goûts littéraires. En fait, bon, j'ai eu la chance de faire des études, mais ça me saoulait ce qu'on me faisait faire. Je vous parle franchement, je préfère le dire. Et tout ce que j'ai aimé, j'ai découvert dans ce qu'on appelle la littérature de gare. C'est-à-dire que j'ai découvert tous les auteurs américains, j'ai découvert et combien d'autres comme ça, même dans la littérature française, en gare. Donc, je le dis pour mettre tout le monde à l'aise, pour que les gens qui se disent, qui soient un peu gênés ou qui ont un contact un peu, vous savez, apeuré avec la littérature ou l'écriture, en se disant c'est pas pour moi ou jamais je ne saurais apprécier, leur dire écoutez, regardez-moi bien, mais moi je suis passé au hasard. Écoutez votre cœur et vos impressions, même les plus superficielles, et vous verrez que vous allez toucher des pépites d'or. On est là, on est dans le rap et tout, mais on a aussi une grande culture musicale. Hein. On n'avait pas le choix à l'époque avec le top 50. Hein. C'est ça, même l'Erita Mitsuko, on était obligé de passer par là. Hein. Voilà, Pet Shop Boys. J'aurais pu en prendre d'autres, j'ai pas qu'à la moi, musique, le number one, c'est Michael Jackson. Ah, pour moi, ouais, c'est top. Ah bon? Ah ouais. Il a révolutionné la musique. Ah ouais, c'est moi, c'est le... Pourquoi? Il a révolutionné la musique. Ah ouais, quand il arrive avec inventé Thriller, la danse. Ouais, un événement planétaire, un événement... Ça ne m'a fait ni chaud ni froid, moi. Et vous étiez où Vous étiez où à cette époque-là Vous étiez où à cette époque-là Je vais pas vous raconter d'histoire. Je vais pas faire semblant pour dire oui, je suis Vous qui vachement voulez été- abattre, Bah c'est non, quand même ça un m'a fait classique, ni chaud c'est ni une légende. froid, voilà. Il n'y a pas un morceau de Michael qui vous a touché? Non. Vous faites un peu vieux alors. C'est que vous vous faites un peu vieux alors. Attendez, soyez pas comme ça. Il faut pas être ainsi. Mais je vais pas faire un effort. Je peux faire l'effort de dire oui, c'est formidable. Non, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Voilà, je vous dis la vérité. Mais le clip, vous l'avez déjà vu, le Mais clip de il y a- Thriller? Oui, ce type qui avance en reculant et tout ça. Et vous
vous a jamais donné envie de faire le moonwalk? Le clip qui avance en reculant. Ah ouais, pas mal. Ça vous rappelle des choses en politique, les mecs qui avancent en reculant. Ça doit être ça. C'est que j'en ai connu un tel nombre qui faisait ça dans la vraie vie. Mais en même temps, je comprends l'effet que ça a pu vous faire à vous. En me souvenant de l'effet que m'a fait à moi la première fois que j'ai entendu les Stones ou les Beatles. Qui était, bon, comment on avait l'impression que le monde venait de changer. C'était un monde sonore. Donc je comprends parfaitement de quoi vous me parlez. Hein. Oh, ça m'a rendu dingue en fait. C'était Drucker, je m'en rappelle. C'était tard la nuit. C'était tard la nuit. Et quand il est arrivé le clip, mais j'en ai pas dormi de la nuit. Raconte-nous ton histoire. Bon, t'es handicapé depuis la naissance et t'as eu un passé de délinquant. Je suis né d'une maladie qui fait que je sois paraplégique. Donc suite à ma paraplégie, il me fallait de la rééducation. Donc on m'a mis dans des centres de rééducation parce que chez moi c'était pas approprié, c'était pas adapté, y avait pas... ma mère pouvait pas me recevoir pour les soins parce qu'il y avait pas mal de soins à faire. Et donc je voyais peu ma famille. Donc, et là le centre de rééducation, c'était... J'ai commencé on va dire vers 5-6 ans. Tu as connu les centres de rééducation partout en France. Ouais, j'en ai fait pas mal. Donc le peu de temps où je rentrais chez moi, les week-ends ou des fois c'était même des mois, et ben j'y prenais goût. Parce que voilà, mes grands frères étaient là pour me faire plaisir, ils me sortaient. Mes amis de mon quartier où j'habite, ils me voyaient peu, donc aussi ils se rapprochaient beaucoup plus de moi pendant le week-end où j'étais à Vitry. Tu te considérais un peu comme une mascotte quand tu rentrais dans ta cité? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, c'était un chouchou, hein, c'était le chouchou. C'est donc j'avais du mal le dimanche soir quand l'ambulance revenait me chercher pour retourner au centre de rééducation, j'acceptais pas. Bon, les premières conneries, elles arrivent à quel âge? La première bêtise, très jeune. Quand j'étais jeune, je me servais beaucoup de mon handicap. Voilà, je me servais beaucoup de mon fauteuil roulant surtout. Je m'asseyais sur les paquets de chips ou les paquets de gâteaux. Et puis voilà, donc ni vu ni connu, je repartais. Parce que c'est vrai que quand on te voit, on te donnerait le bon Dieu sans confession. C'est vrai que... On m'a toujours dit, la vie fait pas le moine. C'est vrai. Et la première fois où tu te retrouves face à un juge, comment ça se passe? Ah, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Quel âge? J'avais 11 ans. Qu'est-ce que tu avais fait? 11 ans, d'accord. Pour un recel de vol. Et après, donc, ce moment passé chez le juge quand vous aviez 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'était terminé? Ça vous a servi de leçon? En fait, ça m'a fait vraiment peur. Djilali, tu as fait plusieurs séjours en prison. Raconte-nous un peu la vie carcérale quand on est en fauteuil roulant. Entre guillemets, j'avais pas de cellule adaptée, j'avais pas de lit médicalisé, pas de matelas anti-escar. J'étais dans une cellule 9 mètres carrés, comme tout détenu valide. Sans soins? Sans soins. Après, si j'avais un escar, il m'arrivait d'avoir un escar ou deux pendant ma détention. J'ai pu accéder à l'infirmerie, pour ça ils étaient là. Mais voilà, sinon j'avais pas de rééducation et mon état il s'est aggravé. Parce que j'avais besoin de rééducation et mes jambes se sont contractées. Tu as fait un malaise d'ailleurs en prison. Je me sentais très mal. J'étais à 42 fièvre, il me semble. Et donc j'ai voulu atteindre mon fauteuil roulant. Quand j'ai atteint mon fauteuil roulant, je suis tombé par terre. Je suis resté par terre pendant 2-3 heures. Et moi qui voulais atteindre mon fauteuil pour appeler le surveillant, pour qu'il puisse ouvrir ma cellule. Et pendant ces 2-3 heures, à aucun moment il est passé à l'œilleton pour vérifier si j'allais bien ou... J'ai repris un minimum de force pour atteindre mon téléphone portable. Voilà. T'avais un téléphone portable? J'avais un téléphone portable en cellule, comme la plupart des détenus ont en cellule. Et les surveillants, ils ferment les yeux sur les portables? Non. Après, c'est... Il y en a qui peuvent fermer les yeux, après on va pas dire fermer les yeux, c'est un rôle d'arrangement. Et donc j'ai réussi à atteindre mon téléphone portable. Ce que j'ai fait, j'ai appelé un détenu qui était dans une autre cellule à côté, qui prévienne le surveillant pour dire que voilà, Djilali va pas bien et que voilà, il faut qu'il aille à l'hôpital. Et donc de là, le surveillant est arrivé même pas 15 minutes après, ils m'ont ouvert, ils m'ont ramené à l'hôpital. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Souvent, on a du mal à faire comprendre aux gens que la punition, c'est la privation de liberté. C'est pas la vengeance. C'est très difficile de faire comprendre ça. Vous avez tué quelqu'un? Du tout. Ni violé. Donc c'était pourquoi? Si je posais la question,
c'est pour illustrer ce que je disais. C'est-à-dire, vous avez mérité une peine, vous l'avez acquittée. Bien sûr, je l'ai accepté, ça c'est sûr. Vous l'avez acquittée. Et la justice, c'est ça. C'est pas la vengeance. Donc c'est pas la privation de liberté, plus la souffrance, plus la déchéance, plus l'humiliation. C'est très difficile de faire comprendre c'est tout ça qu'il a autour de vécu. nous que... Et ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que dans notre esprit, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, la différence de notre vision de la prison avec d'autres systèmes carcéraux, c'est qu'on pense qu'en prison, on est censé s'améliorer. Exact. L'idée de la prison républicaine, pardon, c'est pareil, c'est ça. C'est l'idée qu'on va ressortir, on se relève. Bon, là, c'est pas le cas, quoi. C'est clairement, dans des conditions pareilles, personne ne se relève. C'est un petit miracle que vous soyez revenu de bonne humeur et avec le sourire. Non, moi, ce qui me paraît... c'est une histoire incroyable. Un cancer à 6 mois, j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil, moi. Moi, je t'écoute, et en fait, t'es jamais dans un discours de victimisation. En plus, t'assumes le fait que t'aies été un délinquant, un grand délinquant, t'assumes. Bien sûr, j'ai fait des bêtises, je les paye. Voilà, j'ai joué, j'ai perdu, bien sûr. Mais après, ce que je demandais, c'était une incarcération compatible à mon handicap. Je demandais juste pas plus. Je crois qu'il y a un truc que tu détestes, Djilali, c'est que quand on commence à s'apitoyer sur ton sort, parce que t'es en fauteuil roulant, je trouve que t'apitoies sur mon sort, t'es pas mon copain. C'est tout simple. Faut me prendre comme quelqu'un de normal, tout simplement. Effectivement, dans la ville, c'était vraiment une des mascottes de la ville. Mais par contre, pour la police, c'était tout le contraire. Apparemment, il y avait de quoi quand même. Il y avait de quoi, mais sauf qu'il a déjà été victime de violences policières. En fait, oui. Il y avait des gardes à vue qui se passaient très mal et tout, parce que le fait que tout le monde l'aime à Vitry, ça dérangeait la police. Ce que j'ai envie de comprendre, c'est intéressant ce que disait Hakim là tout à l'heure sur la solidarité, une sorte de chaleur humaine qui existe dans les quartiers populaires. C'est des vies de quartier qu'on n'a plus dans les grandes villes. L'architecture aussi a poussé à cette solidarité. On a grandi ensemble. Généralement, dans nos quartiers, il y a un collège, il y a un lycée. Donc on va tous dans le même collège, dans le même lycée, dans la même primaire. Donc on grandit, on fait quoi 10 ans, 15, 20 ans de nos vies ensemble tous les jours. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça naît comme ça. Et puis il y a toutes les origines en banlieue aussi. C'est vrai que tu peux avoir un voisin portugais, la voisine du dessus. Voilà, tu vois, exactement. C'est de plus en plus difficile de vivre ensemble. Tu utilisais le terme ensemble. C'est de plus en plus difficile de vivre ensemble dans les quartiers populaires, dans les banlieues populaires. Non, ça je pense que c'est ce qu'on veut nous montrer, que c'est difficile. C'est ce qu'on veut nous montrer, qu'on veut montrer à la télé. Mais non, ça existe encore. Si on a appris à vivre les uns sur les autres. Sur les autres. Enfin, et moi, au début, on était 2 dans la chambre, après 4, après 5, après 6. Après, je commençais à dormir dans le salon. Pareil. Très jeune, je commençais à dormir dans le salon quand j'avais 8, 9, 10 ans. Et j'avais mon lit, mon clic-clac à roulette. C'est beau, le clic-clac. Je suis arrivé dans le couloir, tout ça et tout, blam, je dépliais. Donc il n'y a pas de traumatisme de cette vie-là Non. Et tu veux devenir président de la République? La politique m'intéresse parce que je me dis que la France est un pays magnifique qui m'a tant donné. La politique à droite, plutôt. Oui, la politique à droite. La politique à droite, parce que je suis attaché à des valeurs qui sont... Mais c'est pas honteux, Ali. Non, j'ai pas dit que c'était honteux, je précise. Je suis attaché à des valeurs qui sont la famille, l'autorité, le mérite, que je pense à gauche, finalement, on est un peu dans ce discours fataliste, la résignation dont on parlait. Alors qu'à droite, c'est, on veut quelque chose, on se lève le matin, on va travailler, et on l'a. C'est ça ma philosophie. Tandis que nous, on se lève pas, on dit on n'a rien à faire. Et il fait des phrases avec des COD, lui, et des COI depuis tout à l'heure, je faisais remarquer. Non, mais vous avez vraiment le droit d'être de droite, et heureusement qu'il y en a. Mais je respecte, la pluralité, des idées fait le débat. Après, je respecte vos idées. Toi, t'es du côté de qui de droite? Côté de qui de droite? Sarkozy. Oui, Sarkozy, je pense qu'il a fait des bonnes choses, comme il a fait des mauvaises choses. Aujourd'hui? Mais je pense qu'il ne faut pas avoir un discours manichéen, aux uns les bons, aux autres les mauvais. Mais c'est le discours que vous aviez il y a 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Sur moi j'ai des valeurs, c'est la famille, etc. Oui, comme si, ce sont les valeurs de droite dans lesquelles je me trompe. Comme si à gauche, on ne croyait pas dans la famille, dans le travail. Il y a parfois des bonnes idées. Il y a parfois des bonnes idées. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous aussi, on a des familles, on se lève le matin, on travaille à l'école. T'es de quel côté, frérot? Hakim, on va être clair, c'est la question de Mokobé. T'es plutôt du côté de Jean-François Copé ou de François Fillon? Si aujourd'hui, je posais la question, je suis plutôt Filloniste ou copétiste? Je trouve que Fillon est un peu mou. Moi, j'aime bien les gens toniques, les gens qui se bougent, les gens qui disent les choses, qui créent le débat, qui créent la polémique, qui disent les choses. Et je crois que Jean-François Copé moi, je suis d'accord est un peu plus posé là-dessus. Il incarne mieux l'opposition. Après, je vois pas ses paroles toute la soirée et toute la journée.
504 break chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bélène, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. D'abord, tirer une leçon de ce qu'on se disait là. C'est l'écart qu'il y a entre la réalité de ce qu'on a tous vécu. J'ai aussi vécu en banlieue et dans les cités. Et ce qu'on me raconte, quoi. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, je suis moins, lyrique que vous tous sur la chaleur, tout ça. Je pense que dès qu'il y a une communauté humaine, ça fonctionne, sauf chez ceux qui vivent en se surveillant les uns les autres. Mais ceux qui se surveillent, j'ai remarqué que c'était vraiment dans certains quartiers. Je ne veux pas non plus faire un numéro sur la réussite dans les cités, parce qu'il n'y a pas que ça, puis souvent ça sert de prétexte. Mais quand même, c'est énorme. Prétexte à quoi ? Ça sert de prétexte à effacer le reste. On dit oui, regarde, lui il a réussi, donc on oublie tout le reste, tous ceux qui ont galéré, souffert, pâti, tiré la langue jusqu'à par terre, et ainsi de suite. Mais moi, il y a une question qui m'intéresse. Vous avez un discours laïque, très fort. Comment il est perçu, ce discours laïque, dans les quartiers populaires ? Puisque pour vous, l'église, la mosquée, la synagogue doit rester chez elle. Comment vous arrivez à faire passer ce message-là dans les quartiers populaires ? Très facilement. Parce que beaucoup dans les quartiers populaires, dans les banlieues, affirment leur identité à travers une identité religieuse, à travers la religion. Mais ils ont bien le droit. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la séparation des églises et de l'État. La plupart des croyants ne demandent rien. Ils demandent seulement qu'on leur fiche la paix et qu'ils vivent leur foi à leur manière. Moi, j'ai rien à dire sur le sujet. Je ne demande pas non plus qu'on vienne m'interroger sur ma philosophie. Je crois que c'est très simple. La plupart des gens que je connais ne souhaitent pas le mélange du religieux et du politique. Ça aussi, c'est une vision musulman ou basané égale islamiste égale personne qui veut à tout prix foutre de la religion partout. C'est pas vrai. Ça se passe pas du tout comme ça. La plupart des gens vivent, quand ils ont la foi, vivent leur foi, cherchent pas à embêter les autres, se déguisent pas, parce que moi j'ai déjà dit à plusieurs reprises à des jeunes que j'ai croisés, j'ai dit c'est quoi ta tenue là, tu sors d'où comme ça, bon, pourquoi tu te déguises en afghan? Tu peux croire en Dieu sans te déguiser en afghan. Hein. C'est quoi pour vous un déguisement Pour moi, un déguisement, c'est se foutre une calotte sur la tête, passer sa journée alors que avec la tenue d'afghan. Bon, je trouve ça porter une barbe aussi quand on veut montrer. La barbe, ça dépend. Non, mais je veux dire. Non, mais si je peux me permettre. Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté ostentatoire et je suis là pour te surveiller ou te donner mauvaise conscience. Tu peux être croyant et pas avoir besoin d'humilier les autres. Si je peux me permettre par rapport à la djellaba, je trouve, les médias, c'est ce qu'ils veulent donner l'image de l'Afghan, du terroriste ou je sais pas quoi. Mais c'est pas parce que tu passes toute ta journée en djellaba que forcément tu te déguises. Il y a des gens qui se sentent bien comme ça. Il faut pas dire que c'est qu'une apparence, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une manière un peu comme ça de vouloir afficher des choses, qui arrange rien. Comme dans toutes les religions. Tout à fait, mais moi je dis la même chose au Lubavitch. Je dis depuis quand Dieu a commandé que tu te mettes un chapeau en peau de mouton parce que Dieu pense que tu dois t'habiller comme au XVIIIe siècle dans le ghetto de Varsovie. C'est quoi cette histoire? Mais la question c'est pourquoi. La question c'est pourquoi ils font ça. Le problème c'est que ces jeunes sont en manque de repères. Et le seul repère qu'ils ont, c'est qu'un jour il y a quelqu'un qui va leur parler, qui vient leur dire « moi je vais te parler de religion ». Et ils y adhèrent parce que la religion impose une rigueur, des règles qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Et cette rigueur finalement qu'ils ont toujours cherchée, ils y rentrent dedans. Ils s'enferment dans un carcan en se marginalisant aussi sur la société. Et moi je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit que n'est pas en déguisement. C'est pas, le mot déguisement, je ne suis pas d'accord avec le mot déguisement. C'est une tenue traditionnelle, il faut la respecter. En revanche, on ne se présente pas pour aller à un emploi ou pour aller dans une institution ou je ne sais quoi, en tenue religieuse. Non. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi sur ce sujet-là, parce qu'en vérité, il y a des frères qui font un vrai travail. Ils sont pas là à endormir les jeunes ou à les mettre dans la mauvaise direction ou autre chose. Ils font un vrai travail, et même, je peux te dire, heureusement qu'ils sont là. Je te jure que les gens ne se rendent pas compte du travail que certains frères font. Parce que
Il y a tellement une image très négative de l'islam. Tu vois, même quand on dit les islamistes, en vérité, c'est un mot qu'on ne devrait même pas dire. On devrait dire tout simplement terroriste. Intégriste. Point barre, pas islamiste, parce que tu as le mot islam. L'islam, c'est une religion de paix, de respect, tu vois. Pour moi, les gens qui sont là, avec leur kalash, qui veulent tuer, qui veulent prendre des otages ou autre chose, ce sont des hommes sans foi ni loi. Ce ne sont pas des musulmans. Mais je vais te poser une question très simple. Est-ce qu'il y en a un qui peut trouver un travail en se présentant à l'entretien de cette façon? Mais personne n'a dit ça. C'est la question que je te pose. Ouais, mais moi je te le dis, moi. C'est la question Vous que je parlez te pas pose. la même chose. Oui. Non, on parle pas de la Moi, je me méfie toujours des interdictions de s'habiller de telle ou telle façon. Je pense que on est dans un pays libre, on s'habille comme on veut, évidemment. non, on s'habille pas comme franchement, on veut. Je suis désolé. Non, mais je termine. Je vais Non, mais laisser attends, parler c'est Jean-Luc. illégal de porter c'est illégal de porter certaines tenues. Mais de même, on ne peut pas se promener tout nu dans la rue. Mais juste, C'est bien dommage. Sachez-le. C'est bien dommage qu'on puisse pas se balader tout nu. Au Cap d'Agde, ça serait toujours C'était en dommage. 68, ça. Si, au Cap d'Agde, on peut se promener. Hein. Mais je considère que dans un pays libre, on devrait pouvoir s'habiller comme on veut dans la rue. Y compris, même si je suis évidemment contre le port du voile intégral, y compris en voile intégral. Sauf quand on va dans des lieux publics et des administrations, etc. À ce moment-là, moi, je considère qu'on doit pouvoir y aller à visage découvert. Mais il n'y a pas que ça. Sur la question de qui s'adresse à qui dans les quartiers, on a un problème dans ce pays, c'est que l'institutionnel et le politique ne s'adressent plus aux gens qui vivent dans ces quartiers. Les seuls qui vont parler aux gens dans les quartiers, à part les gens des quartiers eux-mêmes, ce sont souvent soit des religieux, soit des extrémistes. Et moi, j'aimerais bien que le politique en général et le politique républicain s'adressent à ces personnes-là. Que des gens, quelle que soit leur religion, soit dans leur synagogue, dans leur mosquée, dans leurs églises, et fassent, du prosélytisme dans leur lieu de culte, c'est très bien. Qu'ils aillent le faire dans la rue, ça me dérange. Je pense que le religieux, il doit rester dans son lieu de culte. Et qu'après, la religion, c'est quelque chose d'intime. Il faut savoir qu'avant, il y avait quand même des associations, il y avait des missions locales à l'intérieur des quartiers qui n'y a plus. Moyens. Ils n'y sont plus, ces associations. Et avant, il y avait ces associations qui donnaient un espoir professionnel, qui formaient les jeunes. C'était un lieu où on faisait les devoirs le soir. Il y avait un partage dans ce sens-là qu'il n'y a plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on trouve que c'est un danger quand un frère musulman parle à des mecs dans une cité pour leur dire voilà, la religion, l'islam et tout, c'est quelque chose qu'ils ont déjà. En fait, mais moi, je considère que c'est aussi dangereux que ce soit un curé, imam ou un rabbin. Hein. Je sais, mais je sais pas premièrement pourquoi on trouve ça dérangeant. Moi, je vais vous surprendre, moi, ça ne me dérange pas. Ben ouais. Il faudrait que ça soit plusieurs personnes de catégories différentes qui viennent parler aux jeunes. Que quelqu'un vienne leur parler de la religion, que quelqu'un vienne leur parler du travail, que quelqu'un vienne leur parler du culturel. C'est leur apporter une richesse de toute la vie sociale. Je vous assure en connaissance de cause, mais des gens qui étaient vraiment dans le banditisme, que j'ai vu du jour au lendemain devenir pieux, devenir très respectueux, très correct et tout ça. Et je trouve que c'est un bon boulot que ces qu'ils le fassent dans leur lieu de culte. J'en ai connu pas mal. Mais le problème, c'est que ces gens-là, justement, ces jeunes-là, la plupart de ces jeunes qui sont en bas des quartiers, certains ne fréquentent pas ces lieux de culte. Oui, mais donc il faut aller à la rencontre. C'est aux parents, c'est aux enseignants, c'est aux éducateurs, c'est aux associations d'avoir et même à la police. Excusez-moi, mais on mélange plusieurs registres. Le premier, c'est celui de la vie de la cité. Il y a des lois, tout le monde les respecte. Point. Une fois qu'elles sont votées, on les respecte. Mais elles ont une intelligence dedans. Il y a quelque chose dedans. Il y a une raison. L'interdiction du voile intégral, c'est pas pour humilier ceux qui le portaient, c'est l'inverse, parce qu'on considère que c'est un mauvais traitement. Ça, c'est une chose. Une deuxième question est la pratique individuelle de la foi. Personnellement, moi, je vois pas au nom de quoi on dirait qu'un croyant ne va pas aller en rencontrer un autre pour lui expliquer comment il faut faire. Je vois pas pourquoi on empêcherait ça. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Je dis juste tout simplement qu'il faut qu'on arrête de croire que c'est un danger. Tout simplement. Pour la religion, c'est personnel, la religion. Ouais. Et moi, on ne doit pas le montrer, pour moi, c'est personnel. Mais là-dedans, je m'adresse là aux politiques, c'est qu'il y a un rôle, un acteur clé, c'est l'État. Ça fait 30 ans
On appelle ça d'ailleurs en politique, la banlieue, on appelle ça la politique de la ville. Est-ce que vous vous rendez compte de l'hypocrisie que c'est? Ça devrait être en réalité le ministère des ghettos, le ministère des banlieues, le ministère de la politique, le ministère de la ville. Et je pense qu'on a mis des gens qui décidaient, qui avaient des décisions verticales depuis Paris dans un ministère, vers des gens qui ne connaissaient absolument pas les réalités. Un énarque qui n'a jamais été dans une banlieue, qui n'y a jamais mis les pieds. Les réalités du terrain qui les connaît, ce sont les habitants. Qui y vit? Ce sont les habitants. Très bien, merci. Ce sont eux. Mais je connais. Ce sont eux qui en train de manger. Comment? L'émission régalienne de l'État. Il faut aller à proximité pour comprendre les problèmes. Très bien, je vais à proximité. C'est quoi le problème? Ça s'appelle l'école, ça s'appelle la santé, c'est des problèmes généraux. Donc, soi-disant donner le pouvoir aux gens, je ne vais pas dire le contraire, vous le prenez tous les jours. Écoutez-moi. Vous le prenez tous les jours. Oui, le pouvoir citoyen et tout, mais je ne veux pas payer d'une nouvelle illusion en racontant aux gens, gérez votre misère et ça va aller mieux. J'ai été élu de banlieue et je peux vous dire une chose. Vous avez une tour, vous avez 2 tours, vous avez 3 tours, vous pouvez faire des réunions. Alors on va changer la couleur de la mosaïque. Tous ensemble, hein, on va discuter, on passe des heures. J'ai connu ça des dizaines de fois. Et à la sortie, quoi? Si dans la boîte aux lettres, même toute neuve, tout ce qu'on trouve, c'est du papier vert, c'est l'huissier qui vient aussi. La racine du problème est sociale. Les gens qui arrivent à vivre normalement et dignement de leur travail par leur paye, le problème est immédiatement s'évanouit. Il disparaît. Bien sûr qu'il y a des problèmes de quartier, mais ce sont des problèmes sociaux généraux, c'est ça que je veux dire. Je fais le bilan, moi j'ai cru à tout ça, à la politique. Mais ces quartiers-là reflètent la société française. Ils reflètent les problèmes de la société française. Dans ces quartiers-là, essaiment dans l'ensemble de la société française. Donc c'est des problèmes d'identité qui sont pris en charge aussi aujourd'hui par les religieux, le disait Mokobé. Enfin, c'est quand même des problèmes spécifiques à la banlieue. Je crois pas, moi. Non, pour un problème d'identité. Ma grand-mère est d'Algérie, d'accord. Ma mère est née ici, je suis né ici. Le seul pays que je connais, c'est la France. Je me sens pleinement français, fier de l'être. Et ils sont tous comme ça. Est-ce que tu es fier d'être algérien aussi? Comment? Est-ce que tu es fier d'être algérien? algérien? Mais je suis fier d'avoir une autre culture qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, qui est l'Algérie. Mais ce que je connais de l'Algérie, c'est quoi? J'y suis allé 3 fois. Oui, moi je suis français de nationalité. Et je suis né ici. Et je suis attaché à ce pays. Ce que je connais, c'est quoi? Je suis allé 3 fois en vacances en tant que touriste, comme j'irai en Italie, comme j'irai en Angleterre, comme j'irai aux États-Unis. Même si on ne va pas souvent en Algérie, je suis désolée, c'est quand même notre culture, c'est nos racines. Bien sûr. Tu es né en Algérie, d'ailleurs. Moi, je suis née, oui, je suis née en Algérie, je suis née à l'âge de 7 ans. Pas la même situation que lui, qui est né en France de parents français. Mais moi, c'est les racines, ce sont peut-être des racines de sa famille, c'est de la culture de ses parents. Moi, j'ai mes petites sœurs qui sont nées ici, et elles sont fières de leur culture, elles partagent les 2 cultures. On a un pied ici, un pied là-bas, on est vraiment... Enfin, on renie pas du tout... Mais je ne dis pas que je renie mes origines, hein. Je suis fier d'avoir tout... Ici, j'ai ma mère et ma grand-mère. Je suis fier d'avoir toute ma famille là-bas, d'aller leur rendre visite. Est-ce que tu as une djellaba dans ton armoire? Est-ce que tu la mets en... J'ai pas de djellaba, mais j'ai un pyjama sympa. Vous en avez une, monsieur Mélenchon? Évidemment. Je fais une djellaba partie chez moi la semaine prochaine. Ça va même aller plus vite, si je peux me permettre. Est-ce que tu es musulman? Mais on a dit tout à l'heure que les questions de religion, c'était personnel. Non, mais on est entre nous, on vient dîner dans ma cité, là. L'éducation que j'ai reçue, ma grand-mère m'a élevé, elle pose son front 5 fois par terre. Oui, elle est musulmane. C'est la femme la plus honnête sur cette terre. J'ai reçu l'éducation musulmane. Je ne suis pas forcément pratiquant, mais c'est l'éducation que j'en ai. Ouais. En revanche, je suis profondément laïque. Ce qui est marrant avec toi, mais j'aime bien, tu sais, comment tu parles et tout, mais ce qui est marrant, c'est que je te pose la question, je te demande si t'es musulman, mais tu m'as sorti tout un truc, mais alors oui, mais c'est une question qui est offensante. Mais non, mais vous allez me demander si je suis catholique à moi, de quel droit, et vous êtes juif, qu'est-ce que c'est que cette discussion? Mais non, mais c'est pas une question offensante. On ne répond pas par oui ou par non, c'est ridicule. D'accord. Et puis c'est personnel, on n'a pas demandé... Tu demandes tout le temps combien tu gagnes, pourquoi c'est offensant? Mais parce qu'il y a le respect qu'on doit à l'autre, qui est de lui permettre de dire ce qu'il a envie de dire ou pas, et de se présenter aux autres dans l'immédiateté. Ce jeune homme, moi je me fiche de savoir quelle est sa religion. Je veux pas casser l'ambiance, mais qui aime le zouk ici? On parle le zouk un peu. Voilà, on est de part. Audrey, je sais qu'elle aime. Non, mais on est là pour dire les choses en même temps. Oui, on est là pour dire les choses. Monsieur Mélenchon. Attention. S'il vous plaît, arrêtez de taper sur la tête des patrons. Nous, les patrons de petites entreprises, on travaille plus que nos salariés. Et ce que j'aimerais, moi, c'est j'ai pas envie que demain mes salariés deviennent mes ennemis. Aujourd'hui, les salariés deviennent les ennemis de leur patron. Il a compris, laisse tomber. Je crois qu'il a compris, là, voilà. On l'entend plus. Jean-Luc, il a compris, c'est bon. Laisse-le tranquille, il a compris, c'est bon. Surtout qu'il l'attaque pas. Je crois qu'il a compris. Jean-Luc, défends-toi, te laisse pas faire. On est avec meilleur porte-parole. T'inquiète pas. Moi, je voudrais le dire, hein, c'est pas parce qu'il est là. Hein.
Je kiffe. Lance-toi. Lance-toi, vas-y. Vas-y, Jean-Luc. C'est presque émouvant. Parce que vous êtes victime d'un préjugé à mon sujet. Pour moi, il n'y a pas les patrons. Il y a des patrons. Et je sais très bien où vous en êtes. La moyenne de la paye d'un patron dans ce pays, c'est 1500 € depuis qu'il y a les auto-entrepreneurs, 4000 pour les plus gras. Donc je ne parle pas de vous, vous auto-exploitez. Mais attention, vous ne vous contentez pas de vous auto-exploiter, vous exploitez les autres aussi. C'est ce qui est un problème. Parce que le nombre d'entreprises où les gens sont traités d'une manière qui n'est pas acceptable, je ne dis pas que ce soit la vôtre, je ne la connais pas. Mais vous n'en avez pas idée apparemment. Vous n'avez pas idée des traitements qui sont infligés aux gens. Des gens congédiés du jour au lendemain, dont les horaires changent d'un jour sur l'autre, qui doivent mendier pour avoir le nombre d'heures de travail qui leur permet d'avoir un SMIC. Parce qu'un nombre considérable de gens sont des travailleurs qui s'épuisent au boulot, dans les déplacements, et qui sont pauvres, c'est-à-dire qui gagnent moins de 960 € par mois. Dans ce pays, il y a 4 millions de travailleurs pauvres. Bon. Donc, entendez-le, ça, c'est pas... Quand je dis ça, c'est pas pour vous nuire ou pour vous montrer du doigt ou je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je ne sais pas comment fonctionne votre boîte. Et je fais la part, surtout mélangeons pas le patronat et la finance, c'est ça mon adversaire. Après, vous, pardon de vous dire, je vais vous décevoir, mais dans le tas, c'est pas vous qui me passionnez pour l'instant. J'ai déjà m'occuper des autres. Et libérer la production. Écoutez bien, ça, c'est le plus important. La production du cancer de la finance. C'est-à-dire du poids de ces fonds d'investissement qui se fichent de savoir où ils sont. Ils pourraient produire des castagnettes, des trompettes, des roulements à billes, ça leur est complètement égal. Donc, au moins qu'on s'entende juste là-dessus, parce qu'on va pas faire un discours politique. Hein. Ma bataille politique, c'est une bataille pour libérer l'intelligence, le goût du travail bien fait, l'imagination, l'esprit même d'entreprise, de tout un chacun qui n'est pas réservé au patron. Le gars ou la fille qui va au boulot tous les matins aime son travail et le faire bien. Libérer ça de ce cancer de l'argent. Le langage 3 millions de petites entreprises dont vous parlez tous, de lutte de classe, nous font passer pour des... Vous nous faites mal aimer de nos salariés. Ça me dérange beaucoup. C'est important ce qu'a dit Salim, et c'est important ce qu'a dit Salim, monsieur, vous ne l'avez pas manifestement relevé. C'est la rupture et la dissension que vous créez par votre discours entre les patrons, l'employeur et l'employé. Il faut avoir un discours plutôt rassembleur sur l'entraide qu'il doit y avoir entre les patrons et les employés. Au-delà de 300 000, on prend pas leur taper dessus en permanence. C'est l'entraide qu'il doit y avoir. 300 000, ça peut être que rassembleur. Non, mais c'est du monde. L'un est dépendant de l'autre. Il y a une relation d'interdépendance entre les hommes. Celui qui crée la société, il va créer de l'emploi. Et celui qui a bénéficié de l'emploi, Monsieur Mittal ne peut pas faire de sidérurgie sans les sidérurgistes, mais nous pouvons faire de l'acier sans lui. Donc c'est pas vrai qu'on est dans la même situation. On est en train de renverser le problème, comme souvent. C'est-à-dire que là, vous dites, oui, mais vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites, la dissension entre les patrons. Mais le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon ou c'est les patrons du CAC 40 qui se gobergent? Bien sûr, ce sont les patrons du CAC 40. Les dividendes complètement irrespectueux qui prennent. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je tenais à vous le dire, en revanche, malgré ce que je vous dis. J'admire l'orateur né que vous êtes. Redis, j'admire Mélenchon. Et t'as dit je kiffe. Je n'ai pas dit j'admire Mélenchon. Oui, je kiffe Mélenchon. Moi, j'admire ce... Vous avez inventé un nouveau souffle sur le paysage politique français. Et ce discours place de la Bastille vient de fondre dans ta poche. Je n'ai pas de carte de l'UMP. Je suis libre de ma parole. Dis-le, tu vas aller au front de gauche. Tu vas aller au front de gauche, tu vas aller avec Mélenchon. Mais il y a des bonnes idées au front de gauche. Mais vous allez voir, mon discours va faire son œuvre en vous, il va vous travailler sans vous en dire. On en discutera. Vous aimez tellement que vous finirez par l'aimer comme moi. Mais si vous l'aimez, on a un point commun. Je pense qu'on a énormément de points communs. Franchement, je sais qu'on en a parlé plein de fois, je sais qu'il y a eu plein de blagues sur ça. Vu que tu es un peu proche de Copé, s'il te plaît, l'histoire du pain au chocolat, parlons-en. Juste 2 minutes. C'est quoi ce mensonge? C'est quoi ce mensonge sur l'histoire du pain au chocolat? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Ouais. C'était une anecdote qu'il a racontée. Il a grossi les traits dans un meeting. Les médias en ont grossi les traits et sincèrement, ça ne vaut même pas la peine qu'on le relève. Voilà. C'est tout. Non, Parce que les problèmes, on parlait tout à l'heure de chômage, on parlait d'emploi, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de milieu carcéral. Les sujets sont tellement plus importants qu'un pain au chocolat qui c'est entre parenthèses, mais ça nous a fait du mal. Ça fait du mal. Non, ça nous a fait du mal, il faut dire la vérité. Nous, voilà, comme on dit, on est dans le 94.
Arracher un pain au chocolat pendant le ramadan, non mais il faut arrêter quoi. Mais c'est une anecdote, comme il en arrive tous les jours. Une anecdote de quoi? Mais c'est une anecdote parmi tant d'autres. Il faut pas prendre ça pour argent comptant. S'il te plaît, Hakim, tout à l'heure, avant le dîner, je t'ai entendu dire, et mes oreilles traînaient, j'aime pas la diversité. J'aime pas le mot diversité. Bien sûr, j'aime pas ce mot. Moi, j'aime pas ce qui trie les êtres humains. Diversité de quoi? Je suis diversité, c'est un mot. Diversité, vous êtes belle comme un matin qui se lève. Et lui, il est diversité. Je suis mignon ou pas? Hein? Je suis mignon. Bah écoute, tu vois quoi. On a créé maintenant une chaîne, et je trouve ça aberrant, numéro 23, sur la nouvelle chaîne de la TNT, la chaîne de la diversité. Moi, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Et les gens qui me posent la question, je leur dis, je suis désolé, mais j'ai pas compris votre question. Quelle question vous me posez? C'est les gens qui posent cette question, ça n'engage qu'eux. Voilà. Et eux la comprennent, mais moi je ne la comprends pas. Je crois que c'est ça qu'on a en commun. Ils ont une frange de retard. Ils ont au moins une frange de retard. Vous êtes super d'accord, ça. Exactement. Ils ne comprennent pas. Ben, dans la passion pour ce pays, oui, bien sûr, et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que lui et moi, nous sommes le dos au mur. Nous, on n'a pas le choix. C'est où c'est la France pour tous, et c'est notre France. Et c'est une France où chacun a la religion qu'il veut, mais les droits égaux. Je dis nous, moi ça se voit pas, je suis un bon blanc, j'ai un nom très français, Berrichon presque, hein, alors que c'est un nom espagnol en réalité. Et vous êtes né au Maroc? Oui, je suis né au Maroc. Et puis le moment important, c'est de voir que ces classements et ces étiquettes renvoient à un monde qui n'existe plus. Ce jeune homme est aussi français que moi, aussi français que Audrey, et on n'est pas en train de sous-peser entre nous des différences. Bien sûr. Je sais pas lesquelles d'ailleurs. Dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Ouais. C'est le sujet de la polygamie. Je le rappelle, tu es d'origine malienne. C'est un sujet un peu délicat pour moi parce que voilà... tu as vécu dans une famille polygame? Voilà, j'ai vécu dans une famille polygame et même autour de moi, il y en a énormément. C'était quoi ton quotidien dans cette famille polygame? Moi, je l'avais dit dans l'émission, j'avais dit, c'était... voilà, c'est un peu comme Bill Cosby, c'est marrant, t'as des frères et sœurs, t'as des demi-frères et sœurs, t'as... Voilà, Bill Cosby était polygame? T'as une autre... non, je te parle dans l'ambiance. C'est l'info de la soirée. Je te parle dans l'ambiance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que beaucoup de familles se déchirent ou que la femme, elle a été imposée, qu'elle souffre. Il y a un côté religieux et un côté culturel qui fait que par rapport à ça, c'est pas illégal. Après... le problème, c'est qu'il se trouve qu'on est dans un pays laïque. Voilà. Qui a des lois. Mais c'est pas religieux, la polygamie. De quoi? Tu dis c'est religieux. Si, la polygamie, c'est... Non, c'est culturel, c'est pas religieux. C'est culturel, non mais c'est culturel, mais dans la religion, dans l'islam, il n'est pas interdit de se marier avec plusieurs femmes. Non, mais moi, je pense qu'on est dans un État laïque, où de toute façon, les lois ne peuvent pas être décidées en fonction de coutumes religieuses. Par ailleurs, mon point de vue sur la polygamie, c'est que ce n'est absolument pas compatible avec l'idée que je me fais de l'égalité entre hommes et femmes et de l'épanouissement de la femme. Et ça ne concerne pas d'ailleurs que des familles de religion musulmane. Peut-être qu'il y a des familles polygames où tout se passe bien dans le meilleur des mondes. J'ai du mal à y croire, mais je veux bien. Je vous le dis. Je veux bien on peut être polygame non religieux également. Comment? On peut être polygame sans que ce soit lié à la religion. Paul Bocuse, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que la polygamie, il faut qu'on arrête de croire... Qu'est-ce qu'il a, Bocuse? Il a 4 femmes. Je suis curieux. Bocuse, oui, il a dit qu'il avait 3 femmes. Il n'est pas marié 3 fois. Des maîtresses. Depuis des années, il y a toujours eu des espèces de procès d'intention, des trucs, des débats à la télé où on dit ouais, c'est scandaleux et tout ça et tout. Alors que Paul Bocuse, c'est ça? Bocuse, voilà. 3 femmes. 3 femmes. De toute façon, l'exemple a été donné au plus haut niveau de l'État avec François Mitterrand qui avait 2 foyers. Bien sûr. Bien sûr. François Mitterrand. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié avec 2 femmes. Il n'avait pas. Mais oui, mais écoutez, il n'était pas marié avec 2 femmes. Il n'avait pas une femme. C'est un avantage que pour vous, les hommes, je suis désolée. Comment ça s'appelle alors? 2 foyers. Il quittait l'Élysée le soir pour aller chez Anne Pinjot. Il n'avait pas 2 femmes sous le même toit, avec des enfants qui vivent ensemble, etc. On n'entend pas Audrey. Et Bill Cosby, c'est vrai ou pas? Et Charles Ingalls, rassure-moi parce que je commence à flipper. Je vois ce que je veux dire. Moi, tout simplement, vraiment, je tiens à insister sur ce sujet-là. Je suis là, je suis avec vous. J'ai aucune raison de vous mentir. Je vous dis tout simplement que par rapport à la polygamie, chez moi, dans ma famille, on le vit très bien. Et vous allez avoir plusieurs femmes ou pas?
Je sais pas. Il va y avoir plusieurs femmes sous le même toit. C'est la vérité, tu vois. Non, je sais pas, je me pose pas la question. Moi, je dis pas que je suis pour ou contre. Ça n'a rien à voir. Je dis juste que ça se passe bien. Quand je parlais de François Mitterrand, je parlais de polygamie de fait. Il avait 2 foyers. Bien sûr. Écoutez, bon, mettons les choses au point. Je n'accepte pas de discuter de la vie privée de François Mitterrand. Donc vous parlerez tout seul de ce sujet autant de fois que vous voudrez. D'accord? Donc on passe C'est à de un la autre polygamie truc. de fait. Mais vous en pensez ce que vous voulez. Vous-même, vous êtes un polygame sans doute confirmé, puisque vous avez un de lumière sur le sujet. Voilà, donc on laisse ça de côté. On a entendu, si je comprends bien ce que vous dites, je connais des cas, et j'en suis un exemple, où les choses se passent bien. Voilà. Non, mais la réponse d'Audrey, entendez-la aussi, nous. Oui, bien sûr, je l'entends. On dit, voilà, la règle qu'on s'est donnée, c'est une règle humaine, comme... La règle, c'est que c'est pas permis, voilà. Il y a loi et loi, mais c'est très hypocrite, c'est comme le voile. Quel est l'endroit en France où on porte le plus le voile? Dites-moi. Quelqu'un peut me répondre? Les monastères, non? Le couvent? Non. Quel est l'endroit où il y a le plus de femmes voilées? Dans la grotte de Batman? Pardon. Je voulais la faire celle-là. Je sais pas. Voilà, sur les Champs-Élysées. Voilà. C'est pour ça que je te dis, il y a une hypocrisie de fou. Non mais c'est bien que je rebondisse sur ça. Non mais laisse-moi finir. Non mais ce que je veux dire tout simplement. Il a raison de parler d'hypocrisie, parce qu'on ne va pas réprimer le port du voile dans certains quartiers, pas dans d'autres. Voilà, quand elles rentrent dans les boutiques, elles peuvent aller chez Dior, ça ne dérange personne, même la burqa. Si, moi ça me dérange. Non mais d'accord. Je rentre dans le magasin, je croise quelqu'un qui est habillé comme ça, je dis c'est pas carnaval aujourd'hui, je le fais. Parce qu'il faut parler aux gens. Moi je suis pour la polygamie. Si ma meuf n'est pas au courant. Voilà, y a pas de... Merci Tata Michel d'être venue ce soir dans Viens dîner dans ma cité. Merci Tata. Ça fait un plaisir Tata. J'ai regagné mon Berry. Mokobé, pour terminer, Viens dîner dans ma cité ce soir. T'as invité un de tes amis. J'ai invité un de mes amis. LECK. Je connais pas, désolé. Oh là là, je connais pas. Non. Je connais pas. C'est qui Lek? LECK. LECK, c'est un rappeur. Voilà, il est là, Foued. Bonsoir. Bonjour. Donc voilà, c'est jeune. C'est un petit frère aussi. C'est quelqu'un de très talentueux qui a une très belle plume, mais même une plume incroyable, alors que il a quitté l'école très tôt. Et pourtant, là, on a sorti un album, il est juste magnifique. Donc voilà, c'est un artiste talentueux, c'est un 4x4. C'est toi qui le produis? Ouais, c'est un 4x4, ça veut dire goudron, cailloux, sable, ce que tu veux. Un petit dernier mot, sensation, Hakim, Gilali. C'était aujourd'hui, je crois, l'image des quartiers dont on parlait. Il y avait de la chaleur, ça se taquinait, il y avait du fond, il y avait de la vérité. T'es devenu ami avec Jean-Luc Mélenchon? Je suis devenu pote avec Jean-Luc Mélenchon. Bientôt au front de gauche. Très bonne soirée. Front de gauche, bientôt ta carte. Gilali, Pas de problème. dernier mot. C'était super génial, j'ai kiffé. Je vais me faire un copain, une copine. Tu nous fais une roue pour... Ouais, j'ai promis. Il a promis une petite roue pour la fin. T'inquiète pas. Dernier mot, tes sensations sur le dîner, Audrey? Très sympa, j'ai vraiment aimé la diversité. Il y en a qui n'aiment pas le mot, mais moi je l'aime bien parce que ça mélange tout le monde. On dit que ça distingue les gens, mais moi je trouve que ça les met ensemble. Donc j'ai bien apprécié cette diversité. Audrey? Très heureuse évidemment parce que c'est la France. On est en France et on est tous français autour de cette table et la France d'aujourd'hui, elle est à l'image de cette tablée, de ces commensaux. Vous croyez? Voilà. Si seulement, dis donc. Mais moi j'y crois, j'y crois. Et malheureusement c'est une réalité que beaucoup ne veulent pas voir. Certains passionnés par exemple par le pain au chocolat, mais c'est la réalité aujourd'hui. Pourquoi on leur fait peur? Pourquoi on leur fait peur? Parce qu'ils ont peur de ce qui change, ils ont peur que le monde change, ils ont peur de ne plus trouver leur place dans un monde qui change. Mais c'est une peur irrationnelle, c'est une peur infondée. J'aimerais, voilà, non, ça va pas aller étrangler par les charges. À travers mon t-shirt, dire voilà, paix au Mali. Paix au Mali, et voilà, et merci à tous ceux qui soutiennent par rapport à ça, c'est important. Voilà, on traverse des moments difficiles, donc voilà, paix au Mali. Merci à tous d'être venus ce soir dans Viens dîner dans ma cité, ici aussi. dans le Val-de-Marne. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Non mais je pense qu'on l'a. Merci à toi. Merci Ali. Merci Ali. Merci Ali, t'es le meilleur. T'es le meilleur Ali. Même si t'écoutes pas de rap. Même si t'écoutes pas de rap, t'inquiète. Même si t'écoutes pas de rap. Il y avait de l'amour autour de cette table. C'est vrai. On va faire parler le tigre. On va écouter LECK. LECK. Il y a une petite moustache au feutre en plus, c'est magnifique. Une petite moustache craie en papier, c'est génial. Ok, blanche est la poudre, blanche est la colombe, noirs sont les cœurs et Ben dans la pénombre.
Les bâtiments asphyxient, le THC assomme. Les pères au tiers, c'est le fils qui va chercher la somme. Dis-moi pourquoi tu portes du LV quand ta mère vlinge au bureau. Tu portes du Gucci quand elle se plaint de son mal de dos. L'exemple montré à nos petits après avoir vu Scarface. La mode est à la braque, tu vas finir par faire. Tu vas finir par perdre. Regarde autour de toi, que des chicots rouillés. Et si j'avais su que les barres nettoient, l'innocence te rend fragile. T'es moi ce que tu vois, rail. Tout le monde veut le Marbella, y a plus personne au pôle emploi. L'argent ne fait pas le bonheur. Dis pas ça devant mon daron, ça sueur. L'odeur des poubelles, Veolia remplit le frigo. Ici on manque de rien, rail. Croisant mes voyages, les camps de Balata, l'odeur de la souffrance est palpable. Et j'ai caché ma pitié pour leur offrir mon sourire. Le temps c'est de l'argent ou la mort t'empêche de courir. J'ai vu passer des cadavres quand le réel frappe. Quand tu parles de la salade, tu te parles du nouvel arrivage de frappe. On bat la tête à faire des commères, ça se bute. Avoir des couilles, ça tue. La mort dans le calbut, blanchir le bif dans le commerce. Roule un joint que la colère pas. Merci LCK. Merci à tous d'être venus ce soir dans le Val-de-Marne.